En l'espace d'une nuit, un événement secret à Oslo a fait basculer l'ordre mondial. L'Europe vient-elle de franchir un seuil irréversible? Visualisez la scène. Dans un bunker norvégien, sous une lumière blafarde, les gouvernements britanniques, norvégiens et allemands se réunissent en urgence. Les révélations sur les manœuvres russes en mer du Nord viennent de tomber. Ce qui devait être une simple consultation de crise dégénère. Les négociations cèdent la place à une décision historique, à huis clos, loin des regards de Bruxelles. Le verdict tombe, implacable. Pour la première fois, un blocus naval total visant la Russie est proclamé au large de l'Europe du Nord. Toutes les routes maritimes russes y sont coupées, sans exception, avec la promesse d'une mise en œuvre immédiate et sans faille. C'est un basculement radical, la fin de décennies de compromis et de circulation libre dans ces eaux stratégiques. Mais ce n'est que le début. Pour verrouiller ce blocus, Londres, Oslo et Berlin déploient des moyens militaires et technologiques sans précédent. Le fond marin est quadrillé de capteurs et de drones. Les patrouilleurs sillonnent sans relâche. La mer du Nord devient la zone la plus surveillée du globe. Chasse aux sous-marins, traque des navires suspects, contrôle permanent des plateformes énergétiques. L'Europe érige un rideau invisible contre toute menace hybride. Cette opération n'est pas improvisée. Elle s'appuie sur des années de coopération militaire renforcée entre la Norvège, le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais aussi sur le programme Luna House, signé à la fin de l'année 2025. Ce programme avait pour objectif initial de sécuriser les infrastructures énergétiques contre les cybermenaces et les sabotages. Aujourd'hui, il trouve sa pleine dimension opérationnelle, transformant la mer du Nord en forteresse. En quelques heures, la panique secoue les marchés mondiaux. Les prix de l'énergie s'envolent, les flux financiers s'affolent, les grandes capitales vibrent d'inquiétude. À Moscou, la rage gronde. À New York et Pékin, c'est la stupeur. Partout, la même question fuse. Jusqu'où ira l'escalade et qui tiendra désormais le contrôle des mers? Pour mieux saisir la portée de ce choc, rappelons-nous la crise du canal de Suez en 1956. Lorsqu'un axe stratégique est soudainement fermé, les conséquences se propagent comme une onde de choc. À l'époque, le blocage du canal avait paralysé le commerce mondial. Aujourd'hui, le blocus de la mer du Nord risque de provoquer des effets en chaîne encore plus redoutables, tant l'économie mondiale dépend du transit énergétique et des flux de données qui y circulent. Ce choc n'est pas sans conséquences. Sous-estimer la portée de cette décision pourrait ouvrir une spirale incontrôlable. Rupture d'approvisionnement, crise énergétique aiguë et peut-être confrontation militaire directe. Ce qui se joue, c'est la stabilité même de l'Europe, et au-delà, celle de l'équilibre mondial. Comment a-t-on pu en arriver à un tel point de rupture? Quels signaux ont précipité cette réaction fulgurante? Et quels enjeux cachés se disputent désormais, loin du tumulte, sur les eaux glaciales du Nord? Pour comprendre la genèse de cette décision, il faut remonter aux jours précédents, où les premiers indices d'une opération russe hors norme ont affleuré. Les signaux faibles, d'abord ignorés, vont bientôt s'avérer explosifs. Pourquoi la mer du Nord est-elle soudain devenue le talon d'Achille de toute l'Europe? En l'espace de quelques semaines, cette mer, jadis périphérique, s'impose comme le champ de bataille où se joue la sécurité énergétique et numérique du continent. Tout part d'alertes lancinantes, des activités russes anormales, repérées à proximité de câbles sous-marins, de gazoducs et de plateformes norvégiennes. Les incidents s'accumulent, menacent les veines qui alimentent l'Europe en énergie et en données. L'idée d'un sabotage massif n'est plus de la fiction. Chaque minute, la peur d'une panne généralisée ou d'un effondrement économique grandit dans les états-majors européens. Pour illustrer la gravité de la situation, souvenons-nous du sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. Cette opération mystérieuse avait déjà montré la vulnérabilité des infrastructures sous-marines. Depuis ce jour, tous les gouvernements européens ont multiplié les exercices de simulation de crise, mais rien n'avait préparé le continent à une menace sur toute la mer du Nord. Dans cette tension inédite, deux pays montent en première ligne, la Norvège et le Royaume-Uni. Ensemble, ils forment le bouclier du vieux continent grâce à leurs gisements offshore et à leurs flottes équipées des technologies les plus récentes.
Leurs navires patrouillent sans relâche sur des centaines de kilomètres carrés. La moindre anomalie détectée enclenche une course contre la montre, car la moindre faille mettrait en danger des millions de foyers européens. Prenons l'exemple de la plateforme Troll, en Norvège. Cette installation fournit à elle seule près d'un quart du gaz consommé par l'Europe du Nord. Imaginez l'impact d'une seule attaque ou d'un sabotage réussi sur cette plateforme. Des millions de foyers privés de chauffage, des usines à l'arrêt, une économie paralysée en quelques heures. Très vite, l'Allemagne sort de sa réserve. Première puissance industrielle d'Europe, longtemps prudente, elle opère un tournant brutal. Son nouveau chancelier affiche une fermeté inédite. Berlin dépêche ses propres frégates pour renforcer les patrouilles et exige une mobilisation collective de l'OTAN. L'engagement direct de la Bundesmarine provoque un électrochoc diplomatique. L'Allemagne ne veut plus voir la sécurité de son industrie dépendre uniquement de ses alliés. Pour donner un ordre de grandeur, l'Allemagne dépend de la mer du Nord pour l'importation de près de la moitié de ses besoins énergétiques en gaz naturel. Cette dépendance rend chaque menace sur les routes maritimes absolument critique pour la stabilité de l'économie allemande. Les industriels, mais aussi les syndicats et les consommateurs, font pression pour une réaction forte et coordonnée. Face à l'urgence, l'OTAN active une coordination militaire sans précédent. Des systèmes de détection sous-marins ultramodernes tapissent le fond de la mer du Nord, la rendant presque transparente pour les forces alliées. Chaque déplacement suspect, chaque infime variation sonore est analysée en temps réel. L'environnement marin se transforme en espace de surveillance totale, où la moindre incursion peut déclencher une riposte immédiate. Pour visualiser l'ampleur de la tâche, imaginez une toile d'araignée numérique de plusieurs milliers de capteurs, reliés à des centres de commandement situés à Londres, Oslo et Berlin. Grâce à l'intelligence artificielle, ces réseaux peuvent repérer la signature sonore d'un sous-marin à des dizaines de kilomètres. Il ne s'agit plus d'espionnage, mais d'un contrôle total du théâtre d'opération. Il aurait suffi d'un signal ignoré pour que l'Europe bascule dans le chaos. Sabotage, rupture d'approvisionnement, flambée des prix de l'énergie, crise de confiance. Pour les décideurs, l'heure n'est plus à la prudence, mais à la résilience collective. Garder la mer du Nord sous contrôle, c'est désormais une question de survie pour toute l'Europe. Mais cette tension, aussi extrême soit-elle, ne suffit pas à expliquer la brutalité de la réaction. Quel événement a obligé l'Europe à franchir le point de non-retour et à imposer un blocus total presque du jour au lendemain? Pour comprendre ce basculement soudain, il faut revenir à une nuit précise, celle où tout a changé. Un incident d'une gravité inédite va faire basculer le continent dans une nouvelle ère de confrontation. Selon des sources proches des services de renseignement norvégiens, une flotte de sous-marins russes de la classe ISN-M aurait été détectée à moins de 50 000 nautiques des principaux câbles de télécommunications reliant la Norvège au continent. Cette proximité a été jugée comme un acte d'agression, donnant le droit aux forces alliées de recourir à la force sans préavis en cas d'intrusion dans les nouvelles zones d'exclusion. Ce n'est plus une question de frontières ou de quotas, mais de survie systémique. Que se trame-t-il réellement sous la surface? Ce qui se joue dans les profondeurs de la mer du Nord dépasse de loin une rivalité navale classique. Désormais, une guerre invisible s'impose, où technologie, droit et alliances militaires fusionnent pour forger un nouvel ordre maritime. Le blocus, ce n'est pas une simple barrière tracée sur une carte. En quelques jours, une nasse d'acier et de silicium a été déployée. Frégates furtives de toute dernière génération, essaims de drones sous-marins, réseaux d'hydrophones connectés au centre de commandement de Londres, Oslo et Berlin. Chaque mètre carré d'eau, chaque bruit suspect, fait l'objet d'une surveillance algorithmique ininterrompue. Les forces alliées verrouillent tous les points d'accès majeurs, tandis que les patrouilles aériennes fouillent l'horizon à la recherche d'anomalies. Pour donner un exemple concret, citons le déploiement du HMS Glasgow, frégate britannique de classe 26. Dotée de radars de nouvelle génération, d'une propulsion silencieuse et d'un système de lancement de drones, elle peut détecter et intercepter des cibles à des dizaines de kilomètres, opérant en réseau avec les navires norvégiens et allemands. Cette interopérabilité est cruciale pour maintenir l'efficacité du blocus.
Mais le véritable cœur de la confrontation, c'est la Shadow Fleet, cette flotte fantôme de pétroliers et cargos russes qui contourne les sanctions depuis des mois grâce à la magie des pavillons de complaisance et à l'anonymat numérique. Désormais, chaque navire suspect, privé d'assurance ou lié à une société écran, est arrêté, fouillé, parfois dérouté vers un port allié. Certains tentent de brouiller leurs signaux, de changer d'identité en pleine mer, mais ils se heurtent à une hydre numérique. Satellites, registres d'assurance et réseaux clandestins sont recoupés en temps réel. Prenons l'exemple du pétrolier Baltic Sun, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Lors de son passage au large de l'Écosse, il a tenté de masquer son trajet en désactivant son transpondeur AIS. Grâce à la coordination entre les satellites européens et les patrouilleurs britanniques, il a été localisé, arraisonné et inspecté. Cette opération, largement médiatisée, envoie un message clair à tous les opérateurs maritimes. Face à cette nouvelle doctrine, la légalité elle-même se recompose à une vitesse inédite. Le droit maritime international, garant d'une neutralité séculaire des eaux, est soudain tordu au nom de la défense proactive. Londres, Oslo et Berlin invoquent à l'exception pour étendre leurs droits d'interception bien au-delà des limites habituelles. Désormais, toute intrusion, même accidentelle, dans la nouvelle zone d'exclusion, peut déclencher une riposte armée immédiate. Des amendements d'urgence, ratifiés à huis clos, légitimant cette extension du domaine militaire. La frontière entre protection et agression se brouille. Chaque incident risque de créer un précédent irréversible. Pour illustrer cette évolution, souvenons-nous de la doctrine américaine de la liberté de navigation, qui autorisait les États-Unis à intervenir militairement en cas de menace sur leurs intérêts maritimes. Aujourd'hui, l'Europe s'inspire de ces principes pour justifier l'extension de ses zones d'exclusion et la militarisation de ses eaux territoriales. La réaction de Moscou est immédiate. Le Kremlin dénonce un acte de piraterie, agite la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais mobilise aussi sa flotte du Nord. Les manœuvres russes se multiplient, tirs de missiles simulés, exercices d'infiltration de sous-marins, brouillage électronique des communications alliées. Quelques navires russes tentent de forcer le blocus. Chaque alerte rapproche les forces alliées du seuil de la riposte. En coulisses, la diplomatie vacille. La ligne rouge nucléaire n'a jamais semblé aussi proche. Au-delà du duel, le choc fait tache d'huile. Les ports d'Europe du Nord passent sous surveillance maximale, le trafic maritime ralentit, les coûts explosent. Les réseaux numériques stratégiques se blindent contre les cyberattaques, 24 heures sur 24. Dans les salles de crise de l'OTAN, la posture nucléaire britannique est discrètement renforcée, réponse à la rhétorique du Kremlin. Les investisseurs s'inquiètent, les gouvernements redoutent une rupture d'approvisionnement énergétique. Pour comprendre la gravité du risque, rappelons l'accident du destroyer britannique HMS Defender en mer Noire, en 2021. Un simple incident de navigation avait provoqué une escalade verbale entre Moscou et Londres. Aujourd'hui, la moindre collision ou erreur de trajectoire en mer du Nord pourrait entraîner des pertes humaines, voire un affrontement direct entre puissances nucléaires. Dans cette atmosphère saturée de tensions, le moindre incident, une erreur de navigation, un accrochage, une interprétation agressive d'un mouvement, pourrait déclencher l'irréparable. Un engrenage fatal menacerait non seulement l'intégrité de l'Europe, mais aussi l'équilibre du commerce mondial et la sécurité énergétique de millions de personnes. Mais derrière la surface visible, d'autres forces se mettent en mouvement. Certains acteurs cherchent à exploiter les failles, prêts à tout pour renverser la dynamique imposée par le blocus. Ce blocus n'est-il que le prélude à une ère de murs invisibles, dressés sur les mers du globe? C'est la question obsédante qui agite chancelleries et salons, alors que la mer du Nord devient le théâtre d'une expérimentation grandeur nature en matière de confrontation moderne. Quel chemin s'ouvre désormais? Certains experts misent sur une désescalade, espérant un retour au dialogue, mais d'autres redoutent une étincelle, un incident qui embraserait la région tout entière. La menace d'une partition durable des routes maritimes plane, comme si chaque État érigeait sa propre frontière, intangible mais bien réelle, sur l'océan. Pour illustrer ce risque, rappelons la division de la mer de Chine méridionale. Là aussi,
Les frontières maritimes disputées ont donné lieu à des années de tensions, de militarisation et d'incidents diplomatiques. L'histoire montre que la moindre faille dans la gestion de ces crises peut avoir des conséquences durables, bien au-delà de la région concernée. Aujourd'hui, les nouvelles barrières ne sont plus seulement d'acier ou de béton. Elles sont juridiques, économiques et technologiques. Les exigences d'assurance explosent, surtout pour les pavillons jugés suspects. Les normes écologiques servent de prétexte pour exclure certains navires. La surveillance électronique s'insinue jusque dans les moindres recoins des eaux territoriales. Pour la Russie, le couperet est tombé. Isolement croissant, exportations paralysées, économie fragilisée. L'accès aux marchés énergétiques européens se rétrécit, l'industrie tourne au ralenti, et toute contre-offensive impliquerait des risques vertigineux. Pour comprendre ce que cela signifie, pensons à l'exemple de l'Iran, qui a vu ses exportations pétrolières s'effondrer après l'instauration de sanctions internationales. Les scénarios d'embargo montrent que même une grande puissance énergétique peut être rapidement asphyxiée par la fermeture de ses routes maritimes. L'Europe, elle aussi, ressent déjà les secousses. Les prix de l'énergie grimpent, les chaînes logistiques se tendent, la peur d'une dépendance accrue envers des partenaires instables grandit. Les entreprises découvrent des vulnérabilités insoupçonnées, exposées à une guerre hybride où l'information, le droit et la technologie deviennent des armes. Pour donner un exemple, le secteur automobile allemand, qui dépend de livraisons juste à temps, de composants venus du monde entier, doit désormais anticiper des retards, revoir ses stocks et renforcer la sécurité de ses flux d'approvisionnement. Cette adaptation a un coût, qui finit par se répercuter sur les consommateurs. Ce blocus, d'abord limité à la mer du Nord, s'étend par ricochet. Des négociations discrètes évoquent la Baltique, la Méditerranée, voire l'Arctique. Bientôt, le littoral européen pourrait se transformer en un patchwork de zones surveillées et d'exclusion. La gouvernance maritime se métamorphose. Désormais, la puissance ne se mesure plus en navires ou en tonnage, mais en capacité à surveiller, filtrer, exclure. Les océans deviennent le terrain d'une compétition invisible, où la donnée, l'intelligence artificielle et la résilience juridique redéfinissent les rapports de force. L'enjeu a changé d'échelle. À chaque escalade, c'est l'équilibre du monde, la prospérité collective et même la paix qui chancelle pour toute une génération. Chaque fermeture, chaque militarisation a des répercussions jusque sur nos factures ou la stabilité de l'emploi. Face à cette montée des tensions, la tentation du repli grandit. Mais l'histoire enseigne que l'isolement coûte cher. La mer, jadis symbole d'ouverture, risque de devenir un espace d'exclusion, où la méfiance étouffe la coopération. Pour illustrer ce propos, rappelons le blocus de Berlin en 1948. La fermeture des routes et des ponts avait coupé la ville du reste du continent, obligeant à la mise en place du pont aérien. L'expérience montre que les blocus, loin de résoudre les tensions, peuvent les enraciner durablement. Alors, que peuvent encore faire les dirigeants européens pour éviter l'irréversible? La fenêtre pour une désescalade se rétrécit, et chaque choix compte désormais double. Dans cette ère où chaque donnée, chaque navire, chaque câble est traqué, une question s'impose. Que pouvons-nous vraiment faire? La guerre des flux n'est plus une ombre lointaine. Elle façonne déjà chaque aspect de notre quotidien, et nous oblige à anticiper, à nous adapter. Désormais, la surveillance s'intensifie pour tous. Les menaces explosent, attaques numériques, ruptures logistiques, contrôles judiciaires éclairs. Ce n'est plus seulement de l'espionnage, c'est un contrôle direct sur nos flux d'informations et de marchandises. Pour chaque organisation, il devient crucial de cartographier ses dépendances numériques, de repérer les maillons faibles de sa chaîne logistique et de sécuriser ses communications. Voici quelques mesures concrètes que les entreprises et les États peuvent adopter. Diversifier les fournisseurs d'énergie et de composants critiques, afin de ne jamais dépendre d'un seul axe logistique. Investir dans la cybersécurité, notamment la protection des réseaux industriels et des systèmes d'information sensibles. Organiser des exercices réguliers de gestion de crise, impliquant à la fois les autorités publiques et les acteurs privés. Renforcer la coopération avec les alliés pour le partage d'informations en temps réel sur les menaces émergentes.
les secteurs critiques deviennent les nouveaux bastions de la souveraineté. L'énergie, la cybersécurité, le transport maritime, l'assurance. Autrefois domaine d'experts, ils sont désormais le cœur battant de la résilience européenne. Les professionnels de ces secteurs gagnent en importance, mais portent aussi un fardeau plus lourd. Les États exigent plus de transparence, des audits fréquents et une innovation constante pour devancer les prochaines menaces. Pour le citoyen, de nouveaux droits émergent, mais aussi de nouveaux devoirs. Comprendre les enjeux de sécurité énergétique, vérifier la fiabilité des réseaux, s'informer sur la provenance des biens, cela devient un réflexe quotidien. Les entreprises, grandes ou petites, doivent investir dans la cybersécurité, revoir leurs assurances, anticiper les scénarios de rupture et se préparer à justifier leur conformité à tout moment. Ce n'est pas qu'une question technique. Le débat public prend une ampleur inédite. Soutenir ou questionner les choix sécuritaires, s'informer sur les lois encadrant les flux, participer aux consultations citoyennes, chacun peut désormais peser sur les orientations collectives. Les arbitrages de la guerre des flux engagent de notre souveraineté, nos libertés, nos économies. Face à cette incertitude, la résilience devient une seconde nature. Individuellement, cela signifie se former aux risques numériques, diversifier ses sources d'information, apprendre les gestes de sécurité. Collectivement, il faut renforcer la solidarité, partager les bonnes pratiques et exiger des autorités une communication claire et des plans de crise solides. Pour illustrer ces démarches, prenons l'exemple de la Suède, qui a lancé un programme national de formation à la cybersécurité pour tous les citoyens, ou de la Finlande, où chaque foyer reçoit un guide de préparation aux crises, couvrant les risques énergétiques, numériques et alimentaires. Ignorer cette nouvelle donne, c'est risquer de perdre plus que de la compétitivité. C'est risquer notre souveraineté sur nos données, nos ressources et notre avenir. Désormais, il ne s'agit plus de subir la guerre des flux, mais d'y prendre part, en acteur averti et prêt. Mais comment l'Europe, prise de court, va-t-elle réagir dans l'urgence absolue? La prochaine étape sera décisive pour l'équilibre du continent. Dans ce nouvel ordre marin, la première ligne de défense s'étend bien au-delà des côtes. Elle traverse chaque fibre optique, chaque navire, chaque flux de données. Votre lucidité, aujourd'hui, devient un rempart. Ce que nous venons de vivre en mer du Nord n'est pas un simple épisode de tension. C'est un basculement. Désormais, chaque câble sous-marin, chaque pétrolier, chaque bâtiment de surveillance est une pièce maîtresse sur un échiquier où la technologie et la politique redessinent les règles. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres décider pour nous, là où se mêlent intérêts économiques, sécurité nationale et avenir de l'environnement. Rester passif, c'est accepter de subir. S'informer, c'est garder le pouvoir de peser sur le futur. La mer n'est plus un lointain théâtre réservé aux flottes d'État. Elle est devenue un laboratoire d'alliances inédites, où la veille en temps réel, la suprématie du droit et l'innovation technologique fixent qui impose les normes. L'Europe avance sur une crête. Entre unité fragile et vulnérabilité multiple, chaque choix d'aujourd'hui pèsera lourd sur la stabilité de demain. Comprendre ce bouleversement, c'est aussi mesurer l'impact dans nos vies, du coût de l'énergie à la sécurité de nos données, de la résilience écologique à la sauvegarde de notre souveraineté numérique. Face à cet affrontement hybride, la vigilance citoyenne reste notre meilleure arme. Ne laissez personne penser à votre place. Vous pouvez peser dans la balance. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne manquez aucune analyse, aucun éclairage sur les courants qui transforment l'Europe et le monde. Plus notre communauté est informée, plus elle sera capable d'anticiper et de réagir avant qu'une crise ne devienne inéluctable. Alors, restez avec nous. Commentez, partagez vos doutes ou vos espoirs. Chaque voix compte, surtout lorsque la transparence et l'intelligence collective deviennent nos meilleurs atouts.